Monde numérique. Est-ce que je vais changer quelque chose? La réalité, c'est non, en fait, à part, faire attention à donner et paramètres, le reste, je dis ce que je pense depuis tout le temps et la ligne sur laquelle je suis donc depuis des années sur, l'explication de comment ces IA marchent et comment elles marchent pas, ça depuis maintenant, une bonne dizaine d'années, ça montre que j'ai assez bon, en gros. Donc heu donc je vais avoir du mal à dire le contraire de ce que je disais hier. Bonjour Luc Julia, Bonjour Jérôme. directeur scientifique de Renault, spécialiste de l'intelligence artificielle. On se retrouve comme chaque mois dans Monde Numérique pour parler d'IA, mais cette fois, c'est plutôt de toi qu'on va parler. Car tu as fait l'objet d'une polémique, d'une véritable tempête sur les réseaux sociaux et aussi un peu dans les médias. Suite à ton audition en tant qu'expert au Sénat en juin 2025, des youtubeurs sont montés au créneau pour remettre en question tes compétences et ton CV, pour dire que tu ne serais pas vraiment compétent en intelligence artificielle, que tu commettrais des erreurs dans tes conférences et tes interviews, et que tu ne serais pas co-créateur de l'assistant Siri, comme on le dit souvent. Alors, on va voir tout ça en détail. Et même si on se connaît, puisque donc tu interviens régulièrement sur Monde Numérique, eh bien, je vais te poser toutes les questions. D'abord, l'affaire est partie donc d'une vidéo qui est un véritable réquisitoire contre toi. Est-ce que tu as vu cette vidéo et que t'inspire toute cette affaire? Alors, bon, j'ai pas vu la vidéo parce que j'ai pas l'intention de donner un seul centime, à ce genre de contenu. Non, j'ai pas vu la vidéo. On en a parlé évidemment, donc je pense que vu comment on en a parlé, je l'ai vu quelque part, si tu veux, donc on va donner tous les détails de ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça m'a blessé? Bah, finalement, je me dis, que quelque part, c'est la rançon de la gloire, hein, c'est à partir du moment où tu deviens un personnage un peu public, bah, il faut qu'il y ait des gens qui fassent un peu de la laine sur ton dos, on va dire, hein. Je sais pas si on dit ça comme ça, voilà non, ça me fait penser à une phrase de Chirac, qui disait, «Sans moi tous une, sans faire bouger l'autre», c'est à peu près ça, quoi. Non, ça me touche pas vraiment, ça m'embête évidemment. Ce qui m'embête plus, c'est ce qui est reporté dans les médias plus mainstream, on va dire, heu, qui, heu, qui m'embête parce que je me dis, qu'on va prendre des sources, quand on est journaliste, on va prendre des sources qui sont pas forcément les bonnes. Mmh. Bon, écoute, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai pas vu grand-chose dessus. Moi, perso, j'ai pas participé. J'ai juste, démenti une fois dans un machin. Là, on va en parler aujourd'hui. Je vais répéter, en fait, ce que je répète depuis des années sur ma vie, mon œuvre, hein. Mmh. Je change pas d'un iota, et c'est comme ça, c'est ma vie, mon œuvre, j'y peux rien. Donc Mmh. après, on peut discuter, on peut critiquer, on peut faire ce qu'on veut. Je peux pas dire autre chose que ce que je dis parce que c'est ce que je fais. Bah, alors justement, je vais te poser évidemment, les questions qu'on se pose. Alors, c'est vrai que cette vidéo, moi je m'en suis pas caché, hein. J'ai fait une vidéo, moi-même pour en parler. J'ai fait un article pour dire que la vidéo elle-même me dérangeait beaucoup parce que, et c'était pas seulement une réaction par rapport au fait qu'on se connaît, on a des liens, via Monde Numérique et indirectement. C'est pas seulement de l'affectif, c'est aussi pour des raisons, éditoriales, journalistiques. Je trouve que cette vidéo, mais on Déontologique, va c'est ce que tu peux voilà, dire. déontologique. Mais on va pas faire le procès de la vidéo, c'est pas le sujet à mon avis, parce que c'est toi encore le sujet finalement. Parce que elle soulève quand même certains points, et des questions que finalement beaucoup de gens se sont posées. La première, ça concerne ton activité passée et notamment Siri. Alors, es-tu le co-créateur de Siri, Luc Julia? Oui. Je dis clairement oui. Alors, c'est pour ça que je fais super attention aussi et je pense qu'il y a un problème de vocabulaire, hein. Mon vocabulaire est toujours important, que ce soit sur l'intelligence artificielle, j'ai toujours fait très attention de parler d'intelligence artificielle, de pas parler trop d'intelligence dedans. Mais quand je parle de Siri, quand je parle de co-créateur de Siri, je ne dis jamais cofondateur de Siri. Mmh. Parce que j'ai justement une différence et la différence, bon, bah, elle a peut-être été incomprise, donc on va l'expliquer ici, elle est assez simple, hein. Siri est basé sur quelque chose qui s'appelle, The Assistant, qu'on a créé en 1997-1998 avec Adam Shire et on avait déposé les premiers brevets au début des années 2000 qui ont été, le temps, tu sais, que les brevets, soient publiés. Le premier brevet a été publié en janvier 2003, d'accord? Mais bon, ils ont été travaillés depuis les années 97-98. Donc on a créé cet assistant
qui était donc qu'on appelait The Assistant à l'époque. Et The Assistant, on a toujours dit après que c'était ce que moi j'appelle le grand-père de Siri. D'accord? Donc c'est parce que c'était un peu un vieux monsieur en fait, à ce moment-là, et c'était ça. Donc The Assistant, c'est vraiment la création, c'est le début de l'aventure Siri. D'accord? C'était fait au SRI, Stanford Research Institute, et c'est le SRI qui, 10 ans plus tard, en 2007, a créé une boîte cette fois-ci, donc a fondé une boîte, avec Adam Cheyer aussi d'ailleurs, qui était dans cette boîte-là, et d'autres fondateurs. Et là, eux, ils sont cofondateurs de la boîte Siri. Et Mmh. moi, non, parce qu'à ce moment-là, j'étais plus à SRI. Je faisais mes propres startups qui faisaient autre chose, d'accord? Et donc, je n'ai pas fondé la boîte La Siri, société Siri, qui a été rachetée par Apple. qui a été racheté par Apple donc en 2010, et au Ouais. moment du rachat d'Apple en 2010, Adam Cheyer me demande de venir diriger avec lui Siri chez Apple. Parce que le CEO de l'époque, donc celui qui était un des fondateurs de la boîte Siri, n'a pas voulu aller, hem, diriger Siri chez Apple, et donc Adam Cheyer m'a dit: «Bah, écoute, on a créé ensemble ce bébé, est-ce que tu veux venir avec moi à Apple pour pouvoir le diriger?» Et moi, je suis devenu donc directeur de l'entité Siri, et lui, il est resté directeur technique, le CTO. Moi, en gros, j'étais le CEO et lui, il était le CTO, Mmh. dans Apple. Voilà. Ouais. Et donc ça, À c'était en 2011 que Voilà, ça s'est passé. 2011, mais c'était après le lancement de Siri, c'est ça? Voilà, parce qu'il y a un pataquès sur les dates, Ouais, alors il y a un hein? pataquès sur la date. Si on regarde mon CV, il est clair, il dit que j'ai commencé chez Apple en novembre 2011. Ouais. Le départ de Siri, c'était octobre 2011. Alors, entre-temps, donc 2007, formation de Siri. Moi, comme j'ai dit, je faisais des boîtes. Entre-temps, en 2010, moi, je suis rentré fin 2009, en fait, je suis rentré chez Hewlett-Packard, Mmh. d'accord? Et j'ai commencé à faire des imprimantes connectées chez Hewlett-Packard. Très bien, bon, c'était bien. Je me suis bien amusé, et au moment où Adam me dit: «On est racheté par, Apple, est-ce que tu vas vouloir nous rejoindre?» Je lui dis: «OK». Mais là, il faut comprendre, les gars, ce qui se passe vraiment dans ces milieux-là. Quand tu es dans des postes qui sont des postes, on va dire, de responsabilité, d'accord? Tu passes pas du jour au lendemain d'un truc à l'autre, d'accord? Ouais, ça se fait pas en 48 heures, quoi. Bah, ça se fait pas en 48 heures, et donc là, ça s'est fait en plusieurs mois. La négociation pour que je sorte d'HP correctement, d'une manière clean, parce que j'aimais ce que je faisais. C'était un groupe que j'avais créé et je faisais des trucs corrects, et le temps que je rentre chez Apple, et ben, ça prend du temps. Mais ça n'empêche pas que pendant toute cette période-là, et même avant, donc avant la fondation de Siri, dans les années entre les années 2000 et les années 2007, et 2007 jusqu'en 2010, avec Adam, on a toujours été voisins. On est des voisins. J'ai Mmh. acheté une maison à Auckland, 2 mois plus tard, il achète une maison à Auckland. On est amis. C'est comme ça fait 35 ans qu'on est amis, d'accord? Et Ouais. donc on se parle tous les jours, on se parle. À l'époque, on se parlait tout le temps. Donc évidemment, je ne fais pas partie de la boîte. Je ne fais pas partie de l'acquisition, mais je sais ce qui se passe. On est là, enfin, tous les jours, je sais ce qui se passe, d'accord? Ouais. Donc Mais bon, tu n'étais pas là, tu n'étais pas officiellement dans la boîte au moment du lancement de Siri par Steve Jobs, ou par Tim Cook ouais. en octobre 2014. Non, non, On est non, non, d'accord. octobre 2011. Donc 2011, c'est moi qui m'en mêle, ouais, ouais. Et quelle relation, alors tu as mis avec Adam Cheyer, mais quelle relation avec les créateurs de la société Siri? Parce que finalement, c'est vrai que quand on creuse un peu, on a l'impression que c'est eux qui ont créé Siri dans l'histoire. Bah, évidemment, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de 2007, quand la boîte Siri est créée, effectivement, ça devient une boîte. Donc, Mmh. plus qu'un projet de recherche comme c'était quand c'était à SRI, ça devient un truc réel, d'accord? Et donc Adam, dit très bien d'ailleurs, qu'à partir de 2007, ils ont fait d'autres brevets, des brevets qui ont amélioré. La technologie avait 10 ans de plus que ce qu'elle avait quand on avait créé le machin. Donc, les brevets de Siri de 2000 entre 2007 et 2010 sont des brevets d'amélioration de la technologie, et Mmh. c'est normal. Donc les gars qui étaient dans la boîte, ils étaient 15, hein, ils étaient pas 10 000. Les mecs qui étaient dans la boîte Siri, évidemment qu'ils ont participé à la création et à l'amélioration de ce produit qui allait être le produit qui est après racheté par Apple.
d'accord? Donc, ils sont tout à fait légitimes. La plupart d'entre eux, sauf donc le CIO dont je parlais tout à l'heure, mais la plupart d'entre eux se sont retrouvés chez Apple et donc 2 ou 3 des fondateurs, des vrais fondateurs, il y en a 4 hein, des fondateurs de la boîte, 3 se sont retrouvés dans, Siri, dans le Siri d'Apple, Mmh. d'accord? Donc et Ouais. ils étaient sous moi parce que j'étais le directeur du truc. Ouais. Alors, cet été, ils se sont exprimés sur LinkedIn notamment, les 3 fondateurs de la société Siri pour dire que tu n'étais pas en lien direct, mais après, en fait, Adam Shire, lui, a pris la parole pour, expliquer ce que tu viens de nous dire. Que voilà, l'histoire des brevets des assistants, et cetera et Ah oui. donc, pour, finalement corroborer totalement ta version. Luc, depuis qu'on se connaît, je veux dire, moi, tu t'es jamais présenté à moi en disant: «Je suis le co-créateur de Siri». Tu m'as jamais dit ça comme ça. Mais pourtant, c'est vrai que c'était le mot médiatique. D'où ça vient cette expression? Qui a inventé cette formule? Bah, en fait, c'est quand j'ai écrit mon premier bouquin, en 2019, on me demandait: «Comment tu vas te présenter? C'est quoi tes lettres de noblesse?» Mmh. J'ai dit: une de mes lettres de noblesse, c'est que j'ai travaillé pour Siri, j'ai travaillé sur Siri, j'ai travaillé à la création de Siri et donc j'aimais bien dire: «Je suis le grand-père de Siri». J'aime pas dire: «Je suis le père de Siri», mais j'aime bien dire: «Je suis le grand-père de Siri» parce que ça fait 30 ans quand même maintenant, d'accord? Mmh mh. Ça fait quand même un petit moment et donc du coup, c'est moi, en fait, qui ai, mis le mot sur la jaquette de mon livre, co-créateur de Siri. Parce Mmh. que Et ça, co, c'est c'est resté. important, Ouais. parce que c'était avec Adam Shire, donc je veux certainement pas dire créateur ou père ou Dieu le père de Siri, tu vois? C'est pas Mmh. ce que je voulais certainement pas dire, donc co, c'était important parce que je rends à César ce qui est à César. On a fait ça avec Adam dans les années 90 quand Mais les autres aussi, ouais, mais les les autres après c'est des fondateurs, donc c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut mmh mh. Ah distinguer. ouais. Mais encore une fois, je reconnais leur rôle. Évidemment qu'ils ont participé au machin et après tous les gens en fait qui sont venus, les 85 personnes le jour En où fait, il y a 85 co-créateurs de ouais, Siri. ouais, c'est ça, les 85 personnes qui sont venues après que moi j'ai embauché 70 hein. Mmh Donc mh. c tous ces gens-là, c'est des contributeurs, créateurs, tu peux les appeler comme tu veux, de Siri. Mais Ouais, moi, je suis le co-créateur initial, le truc, tu vois? Le c'est la genèse. Voilà, ouais, je sais ouais. pas, c'est biblique ce que je suis en train de te dire, tu vois? Carrément, Mais c'est ouais. ouais, Bien mais plus c'est comme la vérité. comme tu es français, ingénieur français dans la Silicon Valley, donc avec cette histoire-là, évidemment, vu de France, du coup, ça prenait un relief particulier, c'était bien, médiatiquement, mais ça a été exploité, surexploité parce qu'après tu es devenu, pour certains de médias, même qui t'ont reçu, tu es devenu le créateur tout court. Il y avait plus de co, parfois l'inventeur de Siri, on t'a même, appelé le pape de l'IA et cetera. Heu, Tu penses que c'est allé trop loin ce truc-là? Bon, écoute, moi bon, chaque fois j'ai fait attention et j'ai repris les gens. Si toutefois devant moi, ils disaient cofondateur, je Mmh. disais Il y a beaucoup toujours, d'interviews où tu les reprends pas, quand même? heu, bon, je vais pas tu as certainement Tu raison, je ne me rappelle en pas as de fait tout. beaucoup, cela dit. Mais je pense que j'ai fait super attention à toujours dire que j'étais pas fondateur. Parce que je le sais, je suis pas idiot, je veux dire, je ne Mmh suis mh. pas fondateur de la boîte. Donc j'ai fait super attention et c'est pour ça que je fais attention au mot créateur. Maintenant, les autres titres, tu vois, qu'on peut me donner, j'entends, qu'on remet en cause aussi dans cette vidéo et ailleurs, après les gens se sont lâchés en disant que je fais pas d'IA. Alors Bon, ju on va en parler juste après, ouais, faut qu'on en mais tu parle vois, quand tu évidemment. parles de pape Mmh. de l'IA, est-ce que je vais aller contre le fait qu'on m'appelle le pape de l'IA? Ça me fait sourire. Je veux dire, ça veut rien dire, tu vois? Est-ce que je fais de l'IA depuis longtemps et est-ce que je suis un vénérable, une vénérable personne qui fait de l'IA depuis longtemps? Oui. Qu'on m'appelle le pape de l'IA, est-ce que ça me choque? Bah, je te dis Mmh. franchement non, ça me choque pas. Je Ouais, veux dire, je vais pas c'est aller contre flatteur, ça fait plaisir. ouais, Ouais. enfin, ça me fait même pas plaisir, ça me fait sourire, en fait. Tu vois, j'ai Ouais. pas je m'en fous, mais royalement. Mmh. Mais, mais qu'on remette par contre en cause mes capacités
à faire des mathématiques et de l'IA, parce on me dit aussi quelque part que je suis pas mathématicien. Si tu veux, ça me fait marrer. Bon, les gens qui ont, licence, maîtrise et DEA qui existent plus maintenant en mathématiques, je les attends, hein, qu'ils viennent me voir et qu'ils viennent discuter avec moi, Mmh. et on pourra parler mathématiques. Donc bon, ça m'amuse et puis après, me dire que je fais pas d'IA et que j'ai sauté sur les IA génératives, par exemple, récemment. Bon, 2019, j'ai écrit ce bouquin dans lequel d'ailleurs je parlais déjà d'IA générative et parce que j'ai une thèse, hein, contrairement à ce qu'on dit, j'ai pas un CAP d'intelligence artificielle, j'ai une thèse d'intelligence artificielle et c'est bien une thèse d'intelligence artificielle et pas une thèse de, interaction Ou homme-machine, hein, d'interface interface homme-machine homme-machine, ou pour ouais, qui a comme ça l'air a d'être été dit aussi. péjoratif, alors que c'est pas péjoratif du tout, Non, hein, non. les interfaces homme-machine. Non, mais C'est c'est quoi autre les chose. interfaces homme-machine? C'est quand tu vas faire comprendre aux machines ce que tu es en train de faire. C'est Mmh. la reconnaissance de la parole, reconnaissance des gestes, reconnaissance, c'est Ouais. de l'IA. Depuis 1992, j'ai marqué dans mon premier article IA, c'est marqué intelligence artificielle. Je fais de l'intelligence artificielle depuis au moins 1992. Luc, on a parlé de Siri. À propos de l'intelligence artificielle, justement, est-ce que tu fais ça depuis 1992, mais c'est vieux Ouais, 1992. Est-ce ouais, que tu es à jour sur les ouais, LLM? ouais. Alors je suis super à jour sur LLM et donc ça, c'est un autre truc, bon, j'ai entendu aussi les trucs là-dessus et ça m'amuse beaucoup et ce que j'aurais aimé et c'est pour ça que j'aurais vraiment aimé que n'importe qui critique ou qui dit des trucs comme ça, qu'ils aillent parler à mes équipes d'aujourd'hui. Mmh. Qu'ils aillent parler à mes équipes d'aujourd'hui. Bon, toi, tu connais quelqu'un qui a travaillé avec moi Oui, aujourd'hui. j'ai des échos, j'ai plusieurs échos sur tes Voilà. équipes et il faut le Tu dire, connais des gens qui ont travaillé avec moi qui sont de très et bons échos. et ces gens-là, si tu veux, ils vont te dire: «Le gars, on le comprend pas». On comprend pas parce que nous, on bosse, on est jeunes, on est dynamique, on fait des trucs et tout ça et le gars, il arrive de temps en temps et il nous dit: «Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est vous qui auriez dû me montrer. C'est vous qui auriez dû, venir me voir et me dire: "Regarde, il y a quelque chose de nouveau qui est là"». Parce que moi, je travaille tous les jours. Je fais mes revues de presse, tu peux les appeler comme tu veux, de machin et tout ça. Ici, dans la Silicon Valley où je suis, hein, où je suis beaucoup, on me critique aussi pour ça, j'ai entendu, c'est marrant. Mais bref, donc et oui, je suis les trucs et ce qu'on a fait, alors je j'aime pas trop parler de Renault, je parle jamais de Renault, en fait, en général, mais ce qu'on a fait pour Renault, par exemple, dans la Renault 5 là, qui est sortie au mois de décembre 2024, d'accord? On est les premiers en Europe au moins et certainement dans le monde aussi, peut-être qu'il y a des Chinois qui l'ont fait, à avoir mis un LLM dans la voiture et qui est un petit avatar, en fait, qui est basé sur un LLM et qui permet de faire les trucs. Qui est-ce qui a eu l'idée de ça? Bon, enfin bref, Mmh. il faut juste j'aimerais tellement qu'on parle à mes équipes. Bon, toi, tu peux, tu leur as parlé, tu as parlé à Ouais, des ouais, gens, ouais, mais je d'autres, confirme. J'ai été j'aimerais qu'ils interrogé d'ailleurs, cet été pour avoir un peu des retours et voilà. et si tu Et veux je suis rassuré. et je les ai pas, si tu veux, les gens, je les torture pas. Je les oblige pas à dire Mmh. ce qu'ils veulent, mais je je suis sûr que Non, sur non, les tu dizaines de personnes qui travaillent avec moi, il n'y en a pas une qui dira le contraire de ça et Adam Cheyer, donc qui est mon pote machin, et donc depuis très longtemps, une des caractéristiques qu'il me donne lui, qui me connaît donc par cœur, c'est cette mentalité de bulldog sur la mmh. technologie. Je lâche absolument rien là-dessus. Je comprends pas tout, je suis pas un génie du truc, je vais pas dire ça, mais j'essaye et je fais des trucs et aujourd'hui, à mon âge respectable, et comme tu dis, depuis 92, donc je fais de l'IA. Aujourd'hui, je programme. Je fais toujours des trucs, d'accord? Parce que je suis un passionné du machin. Je suis un hacker dans l'âme et c'est comme ça et j'y peux rien, d'accord? Mais j'adore ça et donc me critiquer sur mes compétences informatiques, mathématiques, IA, bon, bah, qu'est-ce que tu veux? C'est là où je prends la phrase de Chirac, quoi. Est-ce que, alors tu es un bulldog et tu es aussi une grande gueule, en fait, avec un franc-parler, bah, là encore, moi je te connais aussi en privé, donc je peux dire que tu es en privé comme à la caméra. Tu hésites pas à dire, bah, lui c'est un con ou bien, des choses comme ça. Ou c'est toujours, je trouve, un peu teinté d'humour, mais
c'est peut-être un humour qui passe pas partout et pas auprès de tout le monde et moi je vois dans les résultats dans les commentaires, les réactions au notamment à la fameuse vidéo, il y a beaucoup de gens qui te trouvent arrogant. Ouais. Est-ce que, tu comment tu analyses ça? Bon, je comprends. Ouais. Là, je comprends, parce qu'effectivement, je suis tranché, hein, comme, je suis hyper tranché. Par contre, il y a des trucs qu'on me fait dire ou qu'on me fait pareil, encore une fois, j'ai pas lu les trucs, j'ai pas lu les commentaires et tout ça, mais on m'en rapporte et il y en a un qu'on m'a rapporté récemment et qui m'a choqué, en fait, franchement, où on me fait dire ou on a expliqué que, j'avais dit, que, Steve Jobs, était une merde. Et un truc comme ça, enfin, et alors s'il y a un gars j'ai pas beaucoup de respect pour l'humain, Steve Mmh. Jobs, pour l'homme, Mais pour ça cette son côté, j'ai pas trop de respect pour ça. Mais par contre, j'ai beaucoup de respect pour d'autres parties de Steve Jobs. Jamais de ma vie, jamais, je dis que c'est une merde, tu vois? Donc ce genre de propos qu'on me fait dire, il y en a, il faut faire attention parce que je les ai pas dit. D'accord? Il faut retrouver. Maintenant, qu'on me trouve arrogant parce que non, mais j'ai je pense que tu as déjà eu des mots assez durs sur la personnalité de Steve Jobs sur la parce que personnalité, oui, humainement, c'est de toute façon tout le monde le sait que ouais. j'allais Donc dire ça, une c'est pas merde. nouveau. Non, je Mes points de vue, purement, si tu veux, enfin, je suis admiratif mmh de mh. son côté et c'est ce que j'ai dit tout le temps. C'est un génie du produit et j'ai toujours dit ça. C'est toujours exactement la phrase que j'ai prononcée sur Steve Jobs à chaque fois. C'est un génie du produit. Il est extraordinaire, un visionnaire du produit. Bon, mais donc mon arrogance, perçue comme telle, en fait, bon, les gens qui me connaissent, ils savent bien que je suis naturel, je suis pas bon, c'est comme ça. Mais je comprends bien parce que quand tu as un avis tranché, quand tu dis les trucs comme ça, tu as l'air d'être celui le sachant, celui Mmh. qui sait tout et qui a cet avis tranché et c'est comme ça, point à la ligne et tu vas pas, comment, accepter la discussion. La réalité, c'est que j'accepte la discussion avec plaisir, tu vois? Avec mes équipes aussi, quand je dis des trucs, on discute. Je suis pas un dictateur de base, même si j'aime bien dire que je le suis. Je suis pas un dictateur de base. Donc cette arrogance, je la comprends. Je comprends qu'on me la reproche. Je l'assume dans le fait où des fois pour faire passer des messages, si tu veux, il faut quand même être tranché, il faut quand même être clair. Ma ligne à moi, elle a pas changé, hein. Depuis des années, sur l'intelligence artificielle, truc, je dis toujours la même chose et ce qui m'amuse, encore une fois là, sur les IA génératives, parce que j'ai dit la même chose sur les IA précédentes, hein, mais sur les IA génératives, ce qui m'amuse, c'est que, bah, ce que je raconte maintenant depuis 2022, eh ben, c'est en train exactement de se passer. C'est exactement on est en train de revenir, comme d'habitude, à se dire: «Bah, finalement, c'est pas exactement ce qu'on a cru que c'était» Mmh. et ça, moi, c'est ce que je dis depuis 3 ans maintenant. Bon, bah, voilà, ça va Alors venir ça et et ça et là, je vais dire que j'ai raison encore et on va dire que je suis arrogant de dire ça, ouais. mais bon, j'ai Non, mais raison. ça c'est ton point de vue, et qui n'est pas partagé par tous et moi, c'est ce que j'ai un peu essayé de décrypter aussi dans le papier notamment où je me suis exprimé à ton sujet. C'est que voilà, tu as un avis tranché et qui n'est pas, l'avis de tout le monde. Est-ce que tu as l'impression que derrière ça, il y a un peu, une espèce de bah, voilà, des gens tout simplement qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis? Toi, tu fais partie des gens qui relativisent l'impact de l'intelligence artificielle. Tu as toujours dit que c'était un outil comme un marteau et cetera et d'autres, au contraire, veulent alerter, notamment alerter les pouvoirs publics sur les risques de l'IA et c'est une réalité. Je veux dire, dans les plus hautes sphères des scientifiques, si on prend, Joshua Benjo, Geoffrey Hinton, tu as des mots assez durs pour lui, Yann Lequin et cetera. Il y a 2 camps, hein. Il y a ceux qui paniquent et il y a ceux qui disent: «Il y a pas de raison de paniquer». Toi, tu es dans le camp de ceux qui disent: «Il y a pas de raison de paniquer». Mais le camp adverse, est-ce que c'est pas un peu celui-là qui t'est tombé dessus aussi? Bon, c'est possible, je pense qu'il y a un des gars là qui est pas, youtubeur, mais il y a un autre gars qui est Ouais. très virulent, qui Ouais, il y qui a a une association qui s'appelle se Posia, voilà, pour, Ouais, je sais pas trop en fait les ouais. trucs. Bon, encore une fois, j'ai pas assez regardé pour me positionner là-dessus, mais évidemment qu'il y a des camps différents, évidemment qu'il y a des gens qui pensent différemment. Heu, quand tu dis bon, moi je suis dans le camp plutôt qui modère les trucs, qui explique que c'est un outil et tout ça et que j'explique que des dangers, il y en a. J'ai jamais dit le contraire, hein, j'ai jamais dit que c'était pas dangereux. J'ai dit simplement que c'est pas l'IA elle-même qui est dangereuse, j'ai dit que c'est nous.
qui sont dangereux. C'est nous qui décidons comment on l'utilise. L'IA toute seule, elle fait rien sans nous. Donc ce que j'essaie d'expliquer simplement, c'est qu'il faut relativiser, quand on va dire que, c'est pas Terminator, si tu veux. L'IA va pas se mettre à faire des trucs tout seul. Et ce qui m'embête dans les réflexions de Hinton, par exemple, et c'est là où je dis et je répète et je vais répéter aujourd'hui qu'il a pété une durite, c'est-à-dire que le jour où Hinton dit: «L'IA a une conscience», bah ouais, là j'ai un problème. Mmh. Là, j'ai un gros problème Ouais. parce Et que ça, le c'est mec, ça c'est ça c'est une ligne clairement entre c'est une ceux ligne, qui mais vont c'est une ligne de débile mental. Je veux dire, l'IA est a une conscience, ça veut strictement rien dire. Je veux dire, je veux dire, la cons d'abord, définissons la conscience. Bon, mmh, tu as 3 heures, d'accord? Ça va être un peu compliqué, mais bon bref. Mais je veux dire, il faut faire super attention à ce qu'on donne comme capacité à ces mmh, outils. On donne la capacité aux outils, la capacité qu'on veut bien leur donner. D'accord. Donc c'est là où je dis, ben et je pense que Yann Lequin est plutôt dans le camp, de ceux qui modèrent les trucs oui. et les Oui, oui, Benjo. clairement. Benjo est en train de changer un tout petit peu aussi, d'accord? Parce que, un peu comme, à l'époque des IA précédentes, comment s'appelle-t-il? Le fondateur de Microsoft, avait dit que l'IA allait Bill tout Gates? niquer, Mmh, tu vois? Bill Gates. mmh, Et ben, aujourd'hui, Bill Gates, il s'est calmé aussi un peu. Donc, si tu veux, à un moment donné, on a des réflexions, on se rend compte qu'à à la fin du fin, c'est nous qui décidons. ouais, mmh. Et donc, bah, cette décision-là, oui, on peut être débile, hein, ça je te confirme, et on peut faire des grosses, grosses bêtises avec ces IA. Est-ce que tu es toujours persuadé que la voiture autonome n'existera pas? Ah, j'en suis absolument certain et j'ai la preuve maintenant, en fait. Mais Et la je sais, Tesla qui traverse la place de la Concorde alors? ouais, Pas de la bah, Concorde, de l'Étoile? de l'étoile, ouais. Mais très bien, bravo, c'est bien, ils ont bien Mmh, bossé, maintenant tu l'amènes cette Tesla-là, tu l'amènes à Bangalore. Tu vas voir comment ça va se passer. Tu l'amènes à Milan, tu vas voir comment ça va se passer. Tu vois? Donc non, j'ai zéro problème. Tu vois? Bon, je vois bien les ici à San Francisco, on a et maintenant à Palo Alto, on a aussi les Waymo qui roulent toutes seules, mmh, mais mmh mh. c'est assumé de la part de Waymo que c'est du niveau 4, c'est pas du niveau 5 et tout le monde sait que niveau 4, ça va être super, ça va faire des trucs très, très bien, des trucs limités dans des conditions limitées, dans plein de raisons, et il y a des raisons pour lesquelles on limite. Parce que le problème de l'univers, le problème, le grand problème, c'est le problème de l'infinité. Et le problème de l'infinité, c'est qu'il y a toujours un cas quelque part qui se présentera et qui sera pas solvable par ces machines. Et donc alors que nous, humains, peut-être qu'on les résoudra pas bien, mais on les résoudra. Ouais. On trouvera une solution parce qu'on n'a pas le choix. D'accord? Donc c'est pour ça que je veux dire que le niveau 5, tout le monde maintenant, à part Musk qui continue à dire que, ça va arriver, mais lui, ça fait depuis 2014 qu'il le dit, donc ça fait 10 ans qu'il raconte ça. Très bien. Mais la réalité, c'est qu'on s'en fiche en fait, en plus. On en a pas besoin, d'accord? Niveau 4, c'est super chouette. Ça va éliminer, il y a 1 million de morts sur les routes tous les ans, dans le monde. Bah, ça va éliminer 90 95 de ces accidents et de ces morts. Bah, super! Donc travaillons sur le niveau 4. Aujourd'hui, les voitures qui roulent, dans les voitures commerciales, qui roulent, qu'on peut acheter, je veux dire, on est à peine au niveau 3. Donc allons tranquillement vers le niveau 4, faisons-le et ça sera déjà extraordinaire. Niveau 5, c'est c'est la perfection et je pense Mmh. qu'on peut tous dire, on peut tous se mettre d'accord d'un point de vue purement philosophique de base, que la perfection n'existe pas. Merci Luc de répondre, point par point à ces trucs-là qui sont donc les accusations qu'on t'a balancées dans la figure pendant l'été. Il y a encore quelques détails, on va pas tout passer en revue parce qu'on va pas refaire le debunk du soi-disant débunkage et cetera. Mais pourtant c'est tellement tentant, on aurait envie de tout reprendre dans le détail pour que tu puisses t'exprimer. Je sais que tu t'es déjà un petit peu exprimé, d'ailleurs là-dessus. On te reproche aussi dans tes conférences, et cetera, de pas utiliser les bons chiffres, de pas faire référence aux bonnes études, de confondre des trucs, d'avoir au crime, tu as confondu, Donner les données et les paramètres. et les paramètres. Ouais. Alors bon, d'une part, d'un point de vue purement sémantique et purement, vocabulaire encore, parce que tu vois, Ouais. je cheval sur les vocabulaires, des paramètres, ça s'appelle des données aussi, hein, d'accord? Parce que c'est des données que je donne, Mmh. à bah, un LLM par Oui, mais exemple. ça veut pas dire la même chose dans le Dans ce contexte, tu es contexte-là, d'accord? ça veut dire la même chose. Donc Mmh. je fais mon mea culpa là-dessus et donc je suis très, très clair. Oui, c'est vrai, quand on fait de la vulgarisation de temps en temps, on fait des raccourcis. On essaie de faire des trucs pour choquer, pour montrer, pour, on grossit le trait, ce machin et donc c'est vrai que de temps en temps, je dis que les LLM comme par exemple, ChatGPT 4o
je dis: «Utilise 1 200 000 000 de données». Bon, Mmh. alors c'est là où il faudrait dire 1 200 000 000 de De paramètres. paramètres. D'accord? Donc alors il se trouve que je le sais, hein, bon, parce que je sais à peu près comment ça marche les trucs, mais c'est vrai que j'utilise souvent ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? En fait, c'est quoi le message derrière? Alors je vais faire tu peux me faire confiance, je vais faire super attention, je vais utiliser données et paramètres au bon endroit. Les données, donc c'est ce qui va me permettre de construire les modèles et donc je vais utiliser énormément de données, beaucoup plus en fait que 1 200 000 000 de données pour construire mes modèles et après les modèles, ils sont paramétrés avec 1 200 000 000 de paramètres, par exemple et c'est comme ça que je vais retrouver mes bébés à l'intérieur de ces modèles. Et donc mais ça veut dire quoi, en fait, tout ça? Ces chiffres, 1 200 000 000 milliards, 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 ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que ça veut dire trop, en fait. Et c'est ce que je veux dire, en fait, quand dans les conférences, je parle de ces 1 200 000 000 de données, ou j'aurais dû dire 1 200 000 000 de paramètres. Je dis qu'on a utilisé tout internet et donc là aussi, je fais un amalgame entre les paramètres et les données parce que c'est les données d'apprentissage par rapport aux paramètres du modèle. Mais cet amalgame, il me permet juste d'expliquer qu'on utilise énormément de ces données et donc du coup énormément d'énergie et donc énormément de ressources qui peut-être pourraient être beaucoup plus frugales, si on se contentait de faire des IA qui soient beaucoup plus, spécifiques à des domaines particuliers. Mmh. Tu Et l'impression que l'autre cette chiffre, espèce ouais, pardon, Jérôme, mais l'autre chiffre que j'entends souvent et donc on me reproche, c'est les 64. oui, On les me dit: «Ouais, mais 64. tu parles des 64 et tu dis que c'est 64 inaccurate, machin et tout ça». Enfin que Alors c'est attends, faut qu'on explique. Donc ça veut dire tu dis, c'est un chiffre que tu répètes souvent, 64 les grosso modo, les LLM font, 64 de bons résultats, hein, ils sont vrais qu'à 64. ouais, C'est ça? Et en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça? ouais, c'est plus subtil que ça évidemment donc quand tu prends des LLM et que tu leur poses des questions génériques générales, d'accord? Donc quand ils sont pas des LLM, qui sont des LLM qui sont dans des domaines particuliers et si les gens avaient vu, enfin avaient commenté les 2 slides de ma conférence qui se suivent, le slide des 64 et le slide suivant qui dit 99, d'accord? Si on Mmh. avait pris ça, pas hors contexte, mais dans le contexte de ces 2 slides, on aurait dit ce que je vais vous dire maintenant. Donc 64 c'est quand tu, passes à un LLM des questions génériques générales, eh ben, oui, il fait 36 d'erreurs, que ce soit des hallucinations ou des erreurs, d'accord? Parce que c'est juste comme ça que c'est fait, hein. Ça vient de la base de données qui est elle-même fausse parce que la base de données est en gros et encore une fois, je vais faire un amalgame, en gros internet, d'accord? Donc mais dès que tu spécialises ces IA, dès que tu spécialises ces LLM, et là, tu arrives à des niveaux de pertinence qui sont des pertinences extraordinaires et c'est là où c'est intéressant, où l'outil devient utile, d'accord? Heu, Tu as des performances qui sont des pertinences qui sont à 97, 98, 99, d'accord? En fonction Mmh. des domaines dans lesquels tu les utilises. Donc il faut pas jeter, le bébé avec l'eau du bain, d'accord? Donc il faut pas dire n'importe quoi, mais ces 64 le problème, c'est qu'en fait, ça ne s'arrange pas. Et donc ce que je veux dire quand Oui, je parce parle qu'il date de quand ce chiffre de 64? ça date excuse-moi, heu, ça date de, 2023, février 2023, d'accord? Ouais, C'est mais on date on est en sur 2025. ouais, mais attends. Donc ça date de février 2023 et c'était sur ChatGPT 3.5. Donc le Mmh mh. premier, celui qui est sorti en novembre 2022, d'accord? Donc effectivement, l'étude elle-même date. Mmh. Mais là, on me dit aussi que je cite un papier qui n'existe pas, mais j'ai évidemment la référence. Il y a un papier de avril 2025, donc là, on va dire que c'était il y a pas très longtemps quand même, d'accord? Un papier de OpenAI, donc OpenAI qui fait ChatGPT, d'accord? Les scientifiques d'OpenAI qui ont passé au peigne fin ben, leur, O1, O2, O3, et cetera, enfin toutes les différentes versions qu'ils peuvent avoir et ils montrent dans ce papier que quand on est en mode générique, d'accord? Mmh. Toujours pareil, quand on pose des questions qui sont des questions un peu, générales et ben, la pertinence en fait descend et donc au lieu d'être 64 on est à, pardon, on est à, 62. Donc en 2 ans, en fait, on a perdu 2. OK. Donc, bon, alors encore une fois, il faut prendre ces trucs avec un petit grain de sel parce que tu peux faire dire à ces études après ce que tu veux, d'accord? Parce que dans les domaines particuliers, tu peux avoir, encore une fois, tu vas pouvoir avoir des études qui vont dire que c'est pertinent à 80. Des études qui vont ça va dépendre de quelles questions tu poses et comment tu les poses. Parce qu'en fonction de Ouais. la façon dont tu poses la question, tu vas influencer la réponse et la réponse va te plaire
en fonction de la question que tu vas poser. Donc c'est super compliqué, en fait, les pertinences dans ce cas-là. Et là, on essaye de faire un truc un peu générique, on essaye de trouver un chiffre qui soit un peu, lui-même pertinent. Tu penses que, c'est une f c comment dire? C'est un peu le procès de la vulgarisation qu'on a voulu te faire? C'est-à-dire que tu es un vulgarisateur, Luc. Ouais, C'est avec ton style et c'est ça qui plaît aux médias et c'est ça qui énerve, ouais, peut-être des plus jeunes sur les réseaux sociaux, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas cette distance, qui c'est un style aussi un peu américain, hein, peut-être, c'est un peu trop peut-être un peu trop californien, j'en sais rien. Mais est-ce que finalement c'est une manière de c'est un peu toujours la même histoire. Moi, c'est une histoire que j'ai rencontrée souvent dans ma profession. Les hardcore, les super spécialistes d'un domaine ne supportent pas qu'on le vulgarise en ouais. réalité. Ouais, je pense que tu as raison. Le truc, c'est que moi, j'essaie d'expliquer justement que c'est pas qu'il faut respirer, qu'il faut se calmer, qu'il faut comprendre et qu'il faut s'éduquer à la fin, hein, qu'il faut tous qu'on ait un minimum d'éducation sur ces trucs-là. Donc c'est pour ça que j'essaie de vulgariser le machin. Donc effectivement, peut-être que des hyper spécialistes, c'est ceux qui vont me dinguer sur, paramètres donnés, tu vois? Ouais, «Oh là là, attention, il faut pas dire des trucs comme ça». Bon, ouais, c'est peut-être ça, j'en sais rien. C'est le fait qu'effectivement, tu es un personnage public, tu fais beaucoup de conférences, tu fais beaucoup de médias, tu es voilà, et donc tu as une grande gueule, enfin tout ce que tu as dit ouais. avant C'est et donc l'audition au Sénat qui a tout déclenché, hein? apparemment, ouais, pourtant moi je cette audition du Sénat, j'ai dit exactement la même chose que ce que je dis depuis des années, quoi. Hem, Mmh. donc bon écoute, je peux pas dire beaucoup plus que ça. Je juste un mot encore, t est-ce que tu vas ça va changer quoi pour toi, Est-ce que tu vas changer un peu des trucs dans dans tes interventions À ou part, tu te dis donner que finalement un bad buzz et une mauvaise pub, ça reste quand même une pub? voilà, c'est ce que disait ces gars-là, je crois, hein, Ouais. c'est ça, donc bon, la réalité, c'est que oui, ça me fait de la pub. Heu, le truc qui m'attriste, c'est que, il y a des gens qui prennent ça pour argent comptant, si tu veux, et qu'ils se renseignent pas eux-mêmes, ils fassent pas leur propre petit ce que j'essaye de dire tout le temps aussi, heu, ces IA devraient nous permettre normalement, d'aller faire du fact checking parce qu'on sait pas si c'est vrai ou pas, et donc on devrait tous être nos petits investigateurs, tu vois? Donc j'aimerais bien que tout le monde soit un peu des investigateurs et j'aurais bien aimé qu'ils aillent fouiller un peu plus loin. Donc ce qui m'attriste, c'est que des médias, mainstream, on va dire, prennent un peu le relais de ce machin-là. Heu, est-ce que je vais changer quelque chose? La réalité, c'est non, en fait, à part, faire attention à donner et paramètres, le reste, je dis ce que je pense depuis tout le temps, et la ligne sur laquelle je suis donc depuis des années sur, l'explication de comment ces IA marchent et comment elles marchent pas, ça depuis maintenant, une bonne dizaine d'années, ça montre que j'ai assez bon en gros. Donc heu donc je vais avoir du mal à dire le contraire de ce que je disais hier. Bah, écoute, moi, je peux dire que tu seras toujours le bienvenu sur Monde Numérique et j'espère qu'on continuera à t'entendre parce que ta parole est précieuse, me semble-t-il et j'irai même plus loin et je peux témoigner parce que comme je te connais personnellement pour dire que tu n'es pas, une personne arrogante et méprisante et cetera. Il faut toujours se méfier de l'image et de l'effet déformant que peut avoir l'image. Merci beaucoup Luc Julia, je te souhaite, plein de bonnes choses. Merci Jérôme, merci beaucoup pour cette opportunité de s'expliquer un peu. Merci.